Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 15 février 2026. C'est aujourd'hui que le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre les cancers infantiles, une journée de mobilisation mondiale dédiée à la sensibilisation, à l'information et au soutien des enfants atteints de cancer ainsi que leurs familles. Malgré les progrès scientifiques et thérapeutiques enregistrés ces dernières années, les cancers pédiatriques demeurent un véritable défi de santé publique, notamment dans les pays en développement où l'accès au diagnostic précoce et aux soins spécialisés reste limité. Au Bénin, la lutte contre les cancers des enfants s'inscrit dans un cadre plus large du combat contre les maladies non transmissibles. Alors, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui? C'est le premier sujet de débat avec le docteur Roméo Da Bolinon. Il est médecin pédiatre. Dans un autre registre, le jeûne musulman va démarrer mercredi prochain à travers le monde. Moment de haute spiritualité, de prière et de partage et également de solidarité. Le Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Pendant 30 jours, les fidèles musulmans s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil dans un esprit de discipline, de purification et de rapprochement avec Allah, avec El Hadji Yacoubou Malarossou. Nous allons mieux comprendre les bienfaits et les règles à observer pendant ce mois béni de Ramadan. La revue de presse hebdomadaire de Asion Kanyi à Siongbon est également au menu juste après le décryptage de l'actualité nationale avec Josaphat Da Bolinon. Il est éditeur à Pusatchek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Ces analyses sont à suivre juste avant Espiro LG, notre artiste de la semaine. Mesdames et messieurs, nous sommes chez vous avec le grand format. Merci de nous recevoir. Une de l'actualité au Bénin, audience au cabinet du président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu ce vendredi une délégation venue du Congo-Brazzaville pour une séance de travail à Cotonou. Au CES, il était question de s'inspirer de l'expérience et des acquis du Bénin dans la lutte contre les changements climatiques. On en parle dans un instant. On parlera également de ce nouveau challenge de plus long marathon culinaire après Kate Sono. C'est au tour du chef Delphin Agbeto Grand de se positionner pour inscrire le Bénin dans le livre du Guinness World Record du 16 février au 12 mars 2026. Il sera au cœur de toutes les attentions, images et reportages à suivre. À suivre également ses réactions diversifiées et passionnantes sur les techniques de drague qui évoluent avec le temps. C'est un document réalisé dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin ce 14 février. Les astuces varient d'un homme à un autre, mais les femmes, elles, donnent quelques pistes pour réussir l'exercice. Vous allez les entendre dans cette édition. Le point de l'actualité pour commencer, direction cabinet du président du Conseil économique et social. Je le disais il y a quelques instants, Conrad Baguidi a reçu ce vendredi une délégation congolaise composée de cadres du ministère de l'Environnement, de parlementaires, des membres du Conseil économique et social et d'organisations de la société civile. Au menu des discussions, la question des changements climatiques et la nécessité d'une synergie d'action entre le Bénin et le Congo. On va écouter le chef de la délégation au sorties de l'audience. Comme vous savez, la question climatique qui, entre-temps, était émergente est devenue existentielle. Le monde est bousculé, dérangé par les effets du changement climatique. Et c'est donc ensemble que le monde voudrait faire face à ces effets. Comme vous le savez, il y a une organisation au niveau des Nations Unies, une convention d'ailleurs qui s'occupe de ces questions de climat. Et les pays sont en train de s'entendre, de se réunir au cours des réunions que nous appelons des COP, donc des conférences des parties prenantes, pour rechercher ensemble des voies et moyens pour arrêter les effets du changement climatique. Et donc, nous avons obtenu un appui de l'Agence française de développement pour travailler avec le Bénin, qui en la matière a obtenu des progrès.
Et nous voulons donc ensemble avec les Béninois travailler, nous aussi, pour gagner les fruits du financement mondial qui aujourd'hui permet aux pays qui souffrent beaucoup plus des effets du changement climatique alors qu'ils ne sont pas pollueurs, donc de bénéficier de ces financements, de s'adapter et puis d'atténuer les effets donc, du changement climatique. Nos échanges ont été très fructueux et nous avons établi que nous devrions continuer ce partenariat pour que le Congo aussi puisse bénéficier de l'exemple, vous voyez, de ce que le Bénin a déjà obtenu en la matière. Le Bénin, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré la journée des filles et des femmes de sciences. La cérémonie s'est tenue à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi autour d'une sensibilisation sur le cancer du sein. À travers cette journée, la communauté internationale se mobilise pour impacter et impliquer les femmes et les filles dans les domaines scientifiques. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités et des partenaires. Les précisions sont avec Esther Toufa. C'est une journée initiée pour promouvoir l'égalité des genres et la promotion des femmes dans le domaine des sciences. La célébration a rassemblé dans cet amphithéâtre de l'université d'Abomey-Calavi étudiants et enseignants autour de la lutte contre le cancer du sein. Cette journée est aussi et surtout l'occasion de mettre à l'honneur les femmes et les filles de sciences, étudiantes, chercheurs, chercheuses, professionnels dont la contribution est essentielle pour faire progresser la recherche, l'innovation et la sensibilisation en santé. Pour marquer d'un saut spécial cette célébration, un concours dénommé Mon sein en 180 secondes, inspiré de ma thèse en 180 secondes, est lancé par le ministère des Enseignements supérieurs avec l'appui des ministères de la Santé et des Affaires sociales. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce projet traduit une orientation claire, faire de l'université et de la recherche des acteurs centraux de la réponse aux enjeux sanitaires nationaux. En 3 minutes, donc, chaque participant est invité à transformer le savoir en messages accessibles, à briser le silence, à déconstruire les préjugés et à encourager le dépistage précoce. L'événement est soutenu par l'Association des femmes engagées pour la formation, la recherche et la santé AFEFRES. La cérémonie a été ponctuée de plusieurs témoignages et déclamations poétiques sur la thématique du cancer du sein. Toujours dans l'actualité, on parle de la lutte contre la corruption sexuelle et la violence basée sur le genre. Un nouveau projet est né pour renforcer le combat au Bénin et vous allez le voir, sa dénomination Stop Corruption, Stop VBG. L'initiative est portée par le consortium SOS Civisme en collaboration avec le groupe de presse Banuto. Le programme a pour objectif de renforcer les méthodes de prévention, de sensibilisation et de dénonciation. Il va impacter les filles et les femmes de 5 villes du Bénin. Le point de la cérémonie de lancement officiel de ce projet avec Florence Bossa et Elvis Tonocoin. Stop corruption, stop VBG. Un slogan banal mais très profond, le consortium SOS Civisme s'engage ici à éradiquer la corruption sexuelle et à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Le projet vise à travailler sur la répression de ces pratiques à travers des campagnes de sensibilisation médiatique et judiciaire. Ce projet se distingue par son approche globale. Il mobilise les acteurs communautaires, religieux et institutionnels afin de renforcer la vigilance et la protection des victimes. Il outille les médias et les structures judiciaires, garantissant que la vérité puisse s'imposer face au chantage et aux abus.
Le projet a reçu l'assentiment de plusieurs organismes partenaires, notamment la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'Agence française de développement l'a financé entièrement. Tous réitèrent leur engagement à continuer à œuvrer pour un aboutissement heureux de cette initiative. Nous saluons tout particulièrement l'initiative du consortium SOS Civisme Banuto, qui démontre qu'une alliance entre OSC, médias et institutions peut générer des résultats concrets et durables. Ce lancement officiel marque un moment historique. Il symbolise l'engagement de toutes les parties prenantes pour éradiquer les pratiques de corruption sexuelle et construire un modèle de gouvernance citoyenne fondé sur la transparence et sur l'équité. Stop Corruption, Stop VBG va impacter les 4 villes à statut particulier du Bénin, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo et Parakou. Il cible les femmes et les jeunes filles et s'étend sur 18 mois. Je l'annonçais en début de cette session d'information, c'est le premier homme en Afrique à tenter de relever le challenge de plus long marathon culinaire. Après Kit Sono, c'est au tour du chef Delphin Agwetogan d'essayer d'inscrire le Bénin dans le livre du Guinness World Record. Il prend des pas demain lundi et c'est parti pour 25 jours de démonstration. Physiquement et mentalement, il est prêt pour relever ce défi. On va l'écouter. La préparation, comme vous voyez, je suis bien préparé physiquement, mentalement et tout. Déjà, sur le plan physique, je vais souvent au stade de gym, à chaque fois. Sur le plan mental, j'ai un psychologue qui me suit régulièrement. Sur le plan santé médicale, il y a eu toutes les analyses qui ont été déjà aussi faites. Ce que j'attends du public béninois, ce n'est rien que leur soutien, surtout la prière. Déjà, il y a Réseau Map qui est notre sponsor officiel, qui a pris le gros lot et qui travaille dur. Je lui dis un merci. Il y a aussi d'autres sponsors, Nico, qui est aussi là. On a aussi des partenariats, Nobila Assurance et autres, etc. Mais, chers frères béninois, chère population, ma communauté, mon pays, le Bénin, vraiment, ce défi, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et j'ai besoin de vous, à mes côtés à partir du 16 février. De toutes les manières, en tout cas, j'ai besoin de vous. Votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Un peu d'amour dans cette édition. Ce samedi 14 février, les amoureux étaient à l'honneur. Vous le savez, une relation durable ou occasionnelle commence par la drague, le premier pas qui est fait très souvent par l'homme et rarement par la femme sous nos cieux, entre communication épistolaire, flux de cadeaux, réseaux sociaux et transfert d'argent. Comment la drague a-t-elle évolué avec le temps? Élément de réponse dans ce reportage signé Hugues Vignébé. Des générations en déclin à celles montantes, la drague a toujours été adaptée au temps. À l'époque des premières étincelles de la téléphonie mobile, pour communiquer avec l'enchanteresse, l'homme usait de stratégies ingénieuses dont les piliers sont la lettre et les jours de marché. S'il vient et que moi, je le fais si je sors, le lendemain, une fois à l'école, il m'écrit une lettre. Ah, hier, tu es parti ou ah, hier, si. Et il remet ça à son petit frère. Son petit frère me remet. Même s'il n'a pas de téléphone, quand même, nous avons des jours de marché. Tu peux lui dire que tel jour de marché, il faut que tu arrives chez moi ou bien on a rendez-vous quelque part. À cette technique, le soupirant associe une générosité régulièrement servie. Mais avant, au premier contact de la gazelle, certains artistes misent sur l'humour comme arme fatale. Quand tu vois une femme là, Tata, vraiment, votre façon de faire me plaît. Quand vous riez, je vois ma photo à travers vos dents. Autre temps, autre mœurs. À l'ère de l'essor numérique, à l'exception des présents qui demeurent stratégiques, la drague prend des dimensions nouvelles. Les réseaux sociaux et les transferts d'argent mobile rendent l'affaire plus rapide à régler. En notre temps maintenant, les techniques que
que je vois, c'est par Momo, un téléphone ou des bouquets d'argent. Quand on échange nos contacts, on s'écrit sur WhatsApp. La première des jours, 1 semaine, 2 semaines, elle-même, elle vient te demande s'il te plaît, j'ai un problème urgent, j'ai besoin de 5 000. Bon, toi-même, tu cherchais des occasions pour l'avoir, donc tu n'as pas le choix. C'est un moment, elle demande, tu l'envoies, elle-même, elle dit, ah, ce gars-là, non, il est capable. Puis la suite, on connaît. Si la drague est un art, elle n'est pas pour autant une science exacte. Elle n'aboutit pas à tous les coups. Et dans certains cas, le processus peut durer de longues années. Effectivement, le processus peut durer de longues années pour ceux qui sont endurants. Sans doute, certains hommes ont fait l'exercice avant ou pendant la Saint-Valentin, mais quelle est l'astuce la plus efficace pour faire fondre le cœur d'une femme? Nous parlons des techniques de drague qui ont évolué surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Comment les filles et même les femmes aiment-elles que les hommes les draguent? Quelques-unes rencontrées à Cotonou ont pris la parole et disent tout. Les hommes peuvent prendre quelques notes. Société patriarcale. Donc, il y a un certain nombre d'exigences. Il faudrait que le mec en face ait d'abord le respect. Certains artistes misent sur l'humour. Qu'il avoue ses intentions au premier abord, quoi. Il faudrait qu'il ne fasse pas d'hypocrisie. Ce que je n'apprécie pas chez un homme, lorsqu'il serait éventuellement en train de me draguer, c'est qu'il soit agité, qu'il ne soit pas présent de corps et d'esprit. Qu'il ne me respecte pas dans ses propos. Si un gars veut vraiment d'une fille et tout, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut faire les actions. Genre quand il te drague, ils sont désormais en notre colère dans la zone. Sur le regard souvent impuissant des prochaines messes, des choses comme ça. Et puis bon, c'est consentant quoi. J'aime pas qu'on m'arrête au bord de la voie, qu'on me dit. Oui, bien. Je sais pas trop comment on appelle les chiens là, j'aime pas ça. J'aime quand ça approche de moi avec respect. Et qu'on me demande gentiment, pourquoi pas mon numéro, et après on développe le reste en privé. Il faut que la personne m'aborde avec un peu de gentillesse, être direct, dire ce qu'il veut réellement. Pourtant, au-delà de l'idéal, avec sincérité. La réalité est tout autre. Aimer n'est pas toujours peut m'offrir des petits cadeaux comme des fleurs, et autre chose. Je préfère qu'on me drague par respect, ne pas me dire peut-être à m'appeler s'il vous plaît tata, et ne pas me draguer sur la route, genre quand on est à moto et puis il y a des gens qui te suivent, les trucs comme ça, non. Tu peux t'arrêter, dire bonsoir madame et je peux vous parler là par respect, même si tu n'es pas intéressé, tu peux quand même écouter ce qu'il a à dire et tout, voilà. J'aimerais la sincérité et les petits cadeaux, mais j'aime les surprises aussi. Et le dos, il est d'habitude. Mais je peux vous citer un cadeau à vous faire. Une note de sport pour boucler la première partie du grand format. Les Amazones juniors du Bénin accèdent au dernier tour qualificatif de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans Pologne 2026. Vous allez le voir, après avoir éliminé leurs adversaires de la Guinée au deuxième tour, les filles du coach Abdoulaye Ouziro ont sorti les U20 égyptiennes et se rapprochent d'une qualification historique au mondial. Suivez. C'est fait, les Amazones du Bénin sont désormais à un pas de la Coupe du monde féminine Pologne 2026. Dans l'après-midi de ce vendredi 13 février 2026, elles ont scellé leur qualification au dernier tour qualificatif de la course à la prochaine messe du football féminin au niveau de la catégorie des juniors. Première fois, on a été éliminé au deuxième tour. Deuxième fois, ça a été pareil. Pareil au deuxième tour. Aujourd'hui, on est au quatrième tour. C'est vrai, on a évolué, mais pour moi, le cap, ce n'est pas le fait d'aller au quatrième tour. Ce sera le fait de faire quelque chose d'impactant, qu'on puisse se souvenir de nous aussi longtemps que possible. Victorieuse 1-0 au Caire en Égypte au cours de la manche aller, les Amazones concluent en beauté au cours de la manche retour ici à Lomé au Togo, justement sur l'installation du stade de Kégué. Elles se sont imposées par un score de 4-0 à leurs homologues égyptiennes U20 avec un but de Yasmina Djibril qui a montré le chemin des filets et justement une Romaine Gandonou étincelante qui a claqué un triplé.
C'est vrai que le score à la fin, il est fleuve, mais difficile parce que sur les 40 premières minutes, on a cafouillé un peu. Je pense qu'on peut mettre ça sous le compte de la pression. Mais une fois le premier but venu, je pense qu'elles se sont relâchées et on a vu notre vrai football. Donc on va tirer les enseignements. On va tirer les enseignements de ça pour la préparation de match. On a le temps pour ça. Je pense qu'on franchira le véritable cap si le résultat est positif après le 9 mai. Parce que pour moi, je l'ai dit ici hier, on se souvient que des résultats impactants. D'accord. Passer un premier tour, aller au deuxième, on en parle une semaine, après c'est oublié. Passer un deuxième tour pour aller au troisième, c'est une semaine et puis on oublie. Par contre, une qualification, ça ne s'oublie pas. Donc pour moi, on n'a pas bougé d'un iota, pour moi, pour le moment. Victoire 4-0 pour les Amazones du Bénin qui s'imposent 5-0 sur l'ensemble de la double confrontation, se rapprochant ainsi de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, Pologne 2026. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité chez vous. Mesdames et messieurs, ce n'est pas encore fini. Nous avons encore beaucoup de rendez-vous à honorer avec vous dans les minutes à venir. Dans un instant, nous allons ouvrir le plateau invité. Ce dimanche, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre les cancers des enfants au Bénin. Comment la lutte est-elle menée pour protéger les enfants? Le docteur Roméo Da Bolino nous en parlera juste après cette courte pause. La communauté mondiale célèbre ce dimanche 15 février 2026 la journée internationale de lutte contre les cancers des enfants, une journée de mobilisation mondiale dédiée à la sensibilisation, à l'information et au soutien des enfants atteints de cancer ainsi que leurs familles. Au Bénin, la lutte s'inscrit dans un cadre plus large du combat contre les maladies non transmissibles. Quels sont alors les cancers les plus fréquents chez les enfants? Quels en sont les facteurs de risque? Comment se fait la prise en charge? Quels sont les défis auxquels le Bénin est confronté et que fait concrètement le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles? Autant de questions que nous allons aborder avec un médecin pédiatre qui vient de s'installer sur le plateau du grand format. Docteur Roméo Da Bolino, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous intervenez au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé au service d'oncologie pédiatrique. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, que représente justement cette journée pour le Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Le Bénin, à l'instar des autres pays, donc célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant. Et il faut dire que cette journée est dédiée pour plus sensibiliser sur le cancer pédiatrique. Et donc le Bénin se met en droite ligne et se met au pas pour donc que le cancer de l'enfant, qui est une réalité, soit donc prise au sérieux parce que c'est une maladie. C'est une maladie chronique qui sévit et qui est méconnue longtemps dans notre pays. Justement, et que recouvre la notion de cancer des enfants? Alors, il faut dire d'abord la définition du cancer, il faut dire c'est une prolifération non ou mal contrôlée des cellules. Et donc, quand on parle des cellules, tissus, organes. Donc, c'est une prolifération anarchique donc, des cellules. Et la cause n'est pas identifiée. C'est beaucoup plus les facteurs de risque qui sont identifiés. Et il y a les facteurs de risque certains, et il y a les facteurs de risque suspectés. Donc c'est essentiellement ça. Et donc la situation de notre pays est de telle sorte que la population méconnaisse pour le cancer. Ne pense pas que l'enfant peut donc développer le cancer. Donc un cancer est souvent l'apanage des adultes et non de l'enfant. Ce qui fait la difficulté dans notre pays. Et à quel âge apparaît-il le plus souvent? Alors, le cancer de l'enfant, vu qu'il y a une volée génétique, peut apparaître de 0 jusqu'à
17 ans révolus, je vais dire, puisqu'on parle de l'enfant, c'est de 0 jusqu'à 17 ans révolus. Donc un enfant qui a 2 mois, on peut l'avoir. Mais beaucoup plus, la tranche d'âge qui est la plus concernée, c'est de 5 à 14 ans dans notre pays. Et quelles sont les causes connues de ces cancers chez les enfants? D'accord, merci monsieur le journaliste. Alors, je disais tantôt qu'il n'y a pas de cause par rapport au cancer, aussi bien chez l'adulte comme chez l'enfant. Mais nous avons des facteurs de risque. Alors, quand on parle de facteurs de risque, il y a les facteurs de risque certains, c'est-à-dire ce qui est prouvé, et les facteurs de risque suspectés. On n'a pas encore assez d'arguments. Cependant, il y a des données, des études qui fait un lien entre la survenue du cancer et donc ces facteurs. Alors, je voudrais bien parler des facteurs de risque certains. Le premier facteur de risque qui est certain, c'est la prédisposition génétique. La prédisposition génétique, et qui, quand on parle de prédisposition génétique, c'est les altérations constitutionnelles. Constitutionnelles, et qui peut être nouveau, comme ça peut être héréditaire. Alors, le deuxième aspect, c'est les mutations génétiques qu'on peut avoir. En dehors des mutations génétiques, il y a les aberrations, d'autres aberrations qui peuvent, et donc qui ne dépendent pas d'un facteur externe, dont l'enfant peut hériter ou bien qui peut se remarquer chez l'enfant. Alors, le deuxième facteur de risque certain, c'est l'exposition aux radiations ionisantes à forte dose. L'exemple simple, c'est les femmes enceintes qui, pour une raison ou une autre, donc, s'exposent aux radios, la réalisation des radios pour une raison ou une autre, un accident ou autre. Et donc, si elles sont exposées plusieurs fois, il y a le fait que cet enfant peut courir le risque donc de développer un cancer plus tard. L'autre aspect, toujours dans les facteurs de risque certains, c'est certaines infections, surtout infections congénitales au virus de Epstein-Barr, qui fragilise l'immunité et peut exposer l'enfant à développer plus tard un cancer. Le dernier facteur qui est lié à la thérapeutique, c'est les facteurs iatrogènes. Alors là, c'est dit que l'enfant a un cancer, on l'a traité pour le cancer, et après il développe un autre cancer. Mais il y a un délai pour pouvoir faire pour l'imputabilité, il y a un délai pour le dire. Donc je vais dire, ce sont les facteurs de risque certains par rapport j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de cause. Alors les facteurs de risque suspectés, surtout dans notre contexte à nous, le contexte béninois, il y a l'exposition aux pesticides. Les agriculteurs, quand je parle d'exposition aux pesticides, les produits utilisés pour tuer les insectes dans les champs, que les parents ou bien les agriculteurs amènent à la maison et qui sont manipulés, peut être des risques donc de développer un cancer, surtout la leucémie. Également, l'exposition au benzène, l'essence fluoratée que nous... C'est pour ça d'ailleurs que les mesures sont prises, l'État travaille à ce que ça soit davantage mieux conservé. Alors, l'exposition d'une femme une femme enceinte bien sûr, au gaz, qui inhale régulièrement ce gaz, ou bien par femme enceinte, un bébé, un enfant qui est exposé donc à ce gaz, qui inhale régulièrement ce gaz, peut développer donc le cancer de l'enfant, peut développer un cancer. Il y a d'autres facteurs. Autant de facteurs de risque, d'accord. Quels sont les signes qui doivent justement alerter les parents? Alors, les signes qui doivent alerter les parents ne sont pas spécifiques. Ce ne sont pas des signes qui sont spécifiques au cancer. C'est des signes qu'on peut voir dans les infections, dans les pathologies infectieuses, inflammatoires, dégénératives, ainsi de suite. Cependant, il me revient de préciser quelques aspects. La persistance de ces signes ou la répétition de ces signes doivent alerter. Alors, quand je vais parler de signes, il y a d'abord l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue. L'enfant qui est tout le temps fatigué, il est de nature à s'amuser correctement, mais ces derniers temps est fatigué. L'enfant qui commence par devenir maigre, par perte de poids, de façon inexpliquée. L'enfant qui saigne, le saignement au niveau des narines, ou bien va aux toilettes, saigne. Les saignements, quel que soit l'orifice, l'origine, c'est à prendre en considération.
les masses, ce qu'on appelle les ganglions. Les ganglions au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau du ventre. Les masses, ça doit être pris en considération. C'est des signes indirects. Également, il y a ce que nous appelons de façon vulgaire pour expliquer aux parents l'œil de chat. C'est-à-dire qu'en jargon médical, on parle de leucocorie. L'œil de chat, l'enfant, il y a un reflet blanc, pupillaire, au niveau de l'œil. Quand vous constatez ça, vous devez amener votre enfant en consultation. C'est important. Il y a autant, ou bien on dit de façon vulgaire, quel est un œil qui est dévié, une orientation anormale de l'œil. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Il faut aller voir un ophtalmo pour ça. Donc, autant de choses. Aussi la fièvre à répétition. Un enfant qui est infection, et on s'acharne à traiter le paludisme, à traiter les infections, sans pour autant checker pour mieux préciser. Parce qu'il est important de préciser que plus vite le diagnostic est fait, mieux c'est. D'accord, justement, pourquoi le diagnostic précoce est-il déterminant? Alors, merci, monsieur le journaliste. Le diagnostic précoce est déterminant parce qu'il y va du pronostic. Parce que plus tôt, contrairement au cancer de l'adulte, le cancer de l'enfant peut être guéri. Plus tôt vu et diagnostic précocement fait, il y a une possibilité que l'enfant là soit guéri du cancer. Ça, c'est surtout ce qui est fondamental. Parce que lorsque ça évolue, il faut dire que l'enfant est à un âge de croissance, il grandit. Et de la même façon, le cancer aussi évolue rapidement. L'évolution est rapide. Alors, si tôt on ne le fait pas, alors le cancer s'étend et donc peut donner des métastases sur d'autres organes. En ce moment, bien malgré la volonté des agents de santé, ils ne pourront pas faire grand-chose dans ce sens. Alors, plus tôt le diagnostic est fait, alors l'enfant a plus de chances de s'en sortir. D'accord. Au Bénin, comment s'organise la prise en charge? Alors, et le Bénin, depuis, il faut dire que nous sommes jeunes dans la lutte contre le cancer, parce que l'unité créée en 2017, mais réellement fonctionnelle en 2022 par l'infrastructure offerte par la Fondation Claudine Talon, avec l'équipement qui va avec. Depuis 2022, le dépistage, on traque, l'équipe médicale traque le cancer par des sensibilisations. En dehors des sensibilisations, la formation du personnel. Parce qu'il faut dire que le personnel médical aussi n'a pas trop connaissance de ce que c'est que le cancer. Du personnel médical. Donc, il y a la formation du personnel médical et il y a également la formation du personnel paramédical. Dispose-t-on d'infrastructures et de personnel suffisant? Exactement. Il y a l'infrastructure qui est en place depuis 2022 et qui est équipée. On travaille depuis 2022 donc à donner le meilleur des soins avec le personnel qui va avec. Il y a le personnel médical, le personnel paramédical, les infirmiers, les nutritionnistes, l'assistant social, le psychologue, tout ce beau monde pour la prise en charge du cancer de l'enfant chez nous au Bénin. Existe-t-il, on va dire, des mécanismes de soutien aux familles? Oui, effectivement. Et j'ai parlé tantôt de l'assistance sociale. Il faut dire à l'admission de ces enfants, le diagnostic, les investissements, les explorations diagnostiques ne coûtent 0 franc aux parents. C'est-à-dire que quand vous posez le diagnostic, lorsque on nous l'envoie, après échange, on envoie un enfant qui vient dans le service d'oncologie pédiatrique, les explorations pour confirmer le diagnostic de cancer de l'enfant est à 0 franc chez les parents. C'est à la charge essentiellement de tout, même la chimiothérapie et tout le reste, c'est dit que l'État et la Fondation Claudine Talon prennent en charge la quasi-totalité donc de la prise en charge. D'accord. Quel est le taux de survie actuel chez nous au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Il nous serait difficile de parler de taux de suivi parce que c'est après 5 ans qu'on pourrait dire nous avons un taux de suivi 2. Donc, nous continuons de suivre ces enfants et donc chez qui le diagnostic a été fait et qui sont suivis sous traitement, ainsi de suite. Alors, mais on pourrait dire en 2002, nous avons un pourcentage de rémission de 1%. De 2002 à 2003, 2004, nous avons un pourcentage de rémission de 17%. Et en 2025, nous avons un pourcentage de rémission de plus de 41%. Quand je parle de rémission, c'est dire nous avons le traitement a permis de maîtriser la maladie et donc de poursuivre le traitement pour espérer
une guérison chez ces enfants. Tout à fait. Oui. Alors, on va dire que le combat a commencé depuis quelques années. Aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire? Alors, il est vrai que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses pour ce qui est de la sensibilisation de la communauté et aussi des agents de santé. Mais il faut dire qu'un travail a été fait. Je dis cela parce que en 2022, nous avons fait un dépistage où il y avait 79 nouveaux cas. En 2023, 112 nouveaux cas de cancer. En 2024, 147 nouveaux cas de cancer. Et donc en 2025, nous avons eu 167 nouveaux cas de cancer. C'est pour dire quoi? La population comprend, commence par venir, commence par nous faire confiance pour amener les enfants. Ce qu'il faudra donc faire, c'est davantage sensibiliser et préciser l'admission précoce et le dépistage précoce. Et inviter nos collègues, nos collaborateurs à dépister tôt, à ne pas rester donc sur les patients et à les envoyer dès que nous avons de ces signes. D'accord, on va parler des actions du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots pour ces actions? Alors, il faut dire que le cancer de l'enfant fait partie des maladies non transmissibles. Et donc, tout ce que nous faisons jusque-là, c'est sous la couverture. On va clarifier d'abord cette notion de maladie non transmissible. Alors, on sait qu'il y a le cancer, les cancers, il y a les maladies respiratoires, il y a le diabète et tout. Comment est-ce qu'on peut clarifier ce concept? Alors, quand on dit maladie non transmissible, c'est dire que c'est une affection qui n'est pas contagieuse, qui ne se transmet pas d'une personne à une autre, et dont l'évolution est chronique. Et donc, les maladies cardiovasculaires, le cancer de l'enfant, les maladies respiratoires chroniques, le diabète, toutes ces maladies font partie donc des maladies non transmissibles. Donc, si je parle de cancer, vous comprenez donc que le programme de lutte contre les maladies non transmissibles, nous ne pouvons rien faire. La lutte est globale alors au niveau du programme. Exactement, la lutte est globale. Et donc, pour ce qui est des sensibilisations et autres, les actions menées, c'est toujours sous la couverture donc, du programme, selon le programme de maladies non transmissibles. Avez-vous un plan stratégique pour ce combat? Alors, le plan stratégique, c'est de continuer d'ailleurs à sensibiliser, à former davantage le personnel soignant, à sensibiliser la population. Ce que nous faisons, nous allons continuer jusqu'à ce que, jusqu'au fin fond de Bénin, tout le monde puisse savoir que l'enfant peut faire le cancer et qu'il faut donc envoyer, référer tôt et ne pas traîner sur les signes parce que c'est le seul moyen de pouvoir guérir, de pouvoir espérer une guérison chez les enfants. Alors, quels sont selon vous, on va dire, les défis majeurs à relever dans les années à venir? Les défis majeurs, pour ma part, c'est beaucoup plus sensibiliser, former le personnel soignant et créer davantage des centres satellites. Nous en avons 2 déjà, à Natitengu, à Goro, créer davantage des centres satellites qui peuvent faire le nécessaire, créer une équipe de soins palliatifs, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des cas qui sont avancés. Il faut donc assurer certains conforts et travailler davantage au dépistage précoce, sensibilisation, formation du personnel paramédical, du personnel médical et continuer toujours à travers les médias. Je vous remercie d'ailleurs pour l'opportunité que vous m'offrez pour ça. Et donc, continuer à sensibiliser à ce que le cancer désormais soit donc la lutte contre le cancer, je veux dire, soit une réalité au Bénin. D'accord. Oui. On va finir sans doute avec vos conseils donc à l'endroit donc des parents. Comment faire pour éviter justement ces cancers à leurs enfants? Merci monsieur le journaliste. Alors, je ne pourrais pas dire comment faire pour éviter le cancer des enfants, mais je dirais plutôt, j'inviterai les parents à être beaucoup plus attentifs aux moindres signes et aux moindres signes, de ne pas banaliser les signes, parce que le cancer peut venir chez un enfant qui, auparavant, était sain. Et donc, qui a commencé par développer un signe, allez à l'hôpital, faites-vous consulter et faites le nécessaire. Et si le médecin juge qu'il faudrait donc avancer dans les explorations, donnez une chance à votre enfant donc de bénéficier des soins du service d'oncologie pédiatrique qui, pour l'heure, est à la charge de la Fondation Claudine Talon
et du ministère de la Santé. Merci à vous, Dr Roméo Dabolino, médecin pédiatre en service au centre hospitalier universitaire départemental de l'OME au service d'oncologie pédiatrique. Merci pour ces explications. On va dire très bonne journée à vous. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, on va changer de registre à présent pour parler religion avec un prédicateur. Le mercredi prochain va démarrer dans le monde le jeûne musulman. Ce moment sacré pour la communauté islamique. Nous allons voir quelles sont les principales recommandations à respecter pour bien jeûner et bénéficier des bienfaits donc, de ce jeûne. L'entretien, c'est juste après cette courte pause. Le président béninois Patrice Talon a procédé au lancement officiel de la vision de développement Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, un document qui fixe le cap du pays pour les 34 années à venir. Cette vision, qui devient désormais une boussole commune, trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que le développement ne soit jamais laissé au hasard. Il s'agit de tirer les leçons du passé, de consolider les acquis du développement, de favoriser une large adhésion populaire et de construire un consensus national fort sur les aspirations à long terme. La vision entend identifier les ruptures potentielles, déterminer les voies d'action stratégiques et offrir un cadre structurant partagé pour allier les politiques publiques à court, moyen et long terme vers une vision commune. La vision est structurée autour de 9 orientations stratégiques, 15 objectifs stratégiques et 4 piliers que sont la paix, la prospérité partagée, la bonne gouvernance et le rayonnement culturel international. Selon les internautes, cette initiative s'appuie sur une croissance économique soutenue, un investissement accru et une transformation structurelle profonde de l'économie béninoise. Les députés de la 10e législature ont été officiellement installés le dimanche dernier au palais des gouverneurs à Porto Novo, marquant le démarrage formel d'une nouvelle mandature parlementaire. La cérémonie a été dirigée par l'honorable Nda Antoine, doyen d'âge de la législature. Âgé de 79 ans, l'élu du bloc républicain dans la 4e circonscription électorale était assisté par les 2 jeunes députés de la mandature désignés secrétaires du bureau d'âge Youssouf Issa, 31 ans, Benjamin de l'Assemblée, élu de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 1re circonscription électorale, et Farida Touzakari Traoré Yakoubou, 36 ans, élu du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. L'un des points marquants de cette cérémonie est la séquence de prononciation du nom du député Augustin Aranva-Ebla, où la jeune députée du BR a plusieurs fois buté avant de s'excuser publiquement. La scène, largement commentée sur les réseaux sociaux, a également montré le député Aranva-Ebla lui-même dans l'iralité, contribuant à transformer ce moment en une parenthèse de convivialité partagée. Autre fait ayant retenu l'attention sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'installation de la 10e législature de l'Assemblée nationale, l'arrivée de l'honorable Paulin Akponon, qui a véritablement sorti le range descendant d'une Rolex Royce rutillante, vêtu d'un costume taillé avec finesse et chaussé d'une paire de derby impeccable. L'ancien ministre de l'Énergie et des Mines a offert au public l'image d'un puissant homme d'affaires alliant prestance et assurance. Une présence forte, maîtrisée, qui force le respect, rappelle son sens de devoir républicain selon les internautes. Après l'exploit inédit de la chef qui quitte son nom en décembre dernier, c'est au tour d'un jeune prodige de 25 ans, Delphin Agbetogan, de se lancer à la conquête de World Record Guinness à travers un marathon culinaire de 25 jours. Un appel de soutien est lancé sur la toile pour le soutenir. On va terminer par cette triste note. La présidence de la République du Bénin est en deuil à la suite du décès de Maurice Ayouanou, l'un des membres de la garde rapprochée du chef de l'État Patrice Talon.
D'après les informations recoupées ça et là, Boris a rendu l'âme ce mardi 10 février des suites d'une crise d'asthme. Depuis 2016, l'illustre disparu faisait partie des gens chargés d'assurer la sécurité personnelle du président de la République, accomplissant cette mission avec engagement et abnégation. En cette douloureuse circonstance, les pensées des internautes vont au chef de l'État ainsi qu'à la famille biologique du défunt à qui sont adressées condoléances et marques de compassion attristées. Voilà, en attendant de parler du jeûne musulman qui va démarrer mercredi prochain, nous attendons notre invité, mais nous allons suivre d'abord la revue de presse hebdomadaire de Achiambon Kagné à Achiambon dans l'espoir de retrouver notre invité. Regardez. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. La cloche pointait que le Bénin vient de franchir une étape importante dans la vie politique du pays avec l'élection du bureau de la 10e législature de l'Assemblée nationale. À l'issue d'un scrutin à bulletin secret, le professeur Joseph Fifame Diogbenou a été élu président de l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés présents avec 109 voix, ce qui confirme la confiance de l'ensemble des députés en sa personne. Décryptage info, d'écrire que par ce vote, les députés confient la conduite des travaux parlementaires de la 10e législature à une personnalité dont l'expérience du droit public, la maîtrise des tests et la connaissance des institutions sont perçus comme des atouts pour l'efficacité du Parlement. Bénin Intelligent notait que le président de l'Assemblée nationale s'est adressé aux agents dans un message empreint de solennité et de continuité institutionnelle. L'État est une continuité et l'administration parlementaire est une continuité aussi. Joseph Fifame Diogbenou a insisté sur la nécessité de maintenir les mêmes standards de travail, de discipline et d'engagement. Il a exhorté le personnel parlementaire à conserver la rigueur, l'abnégation au travail et le respect du bien public qui ont caractérisé la gouvernance précédente. Pour Fraternité, c'est l'homme qu'il fallait. Cette ascension n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète le parcours d'un homme engagé et de conviction doté des qualités requises pour diriger le Parlement. Compétence, charisme et expérience. Joseph Diogbenou devient le 6e président de l'Assemblée nationale et le 2e juriste à occuper ce poste après Maître Adrien Moubedji. Sa trajectoire témoigne d'une double expertise juridique et politique qui lui permettra de guider efficacement les députés dans les défis législatifs et institutionnels de cette année à venir. Le Soleil Bénin Info faisait observer que les Béninois attendent de cette 10e législature de la méthode, des résultats concrets et une certaine idée de la République. Ils veulent des lois qui améliorent leur vie, un contrôle gouvernemental exigeant des députés présents sur le terrain. La nation pensait que plus rien ne bloque l'étude des dossiers en commission et en plénière au Parlement. Tous les organes parlementaires prévus, en l'occurrence les groupes parlementaires et les commissions parlementaires ainsi que leurs bureaux respectifs, sont mis en place au titre de la 10e législature. Les présidents des groupes parlementaires et des commissions forment avec le bureau de l'Assemblée nationale la conférence des présidents, un organe décisionnel du Parlement. En attendant un constat de fraternité, le gouvernement se vide à 3 mois de la fin du mandat de Patrice Talon. En effet, les récentes élections législatives et communales ont emporté quelques têtes à d'autres missions républicaines. Il s'agit de 5 membres du gouvernement ayant sollicité des mandats électifs. La ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yaïla Decan, celui du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola,
Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, la ministre en charge du commerce et de l'agriculture, Shadia Souma, ont été élus députés. José Didier Tonato, quant à lui, est devenu conseiller communal à Cotonou avec la perspective de briguer le fauteuil de maire ou celui de premier adjoint. Pour la presse du jour, ils auront à faire un choix entre rester au Parlement ou continuer de siéger au gouvernement avec tous les risques que cette dernière possibilité comporte. Autrement, après l'élection présidentielle, le prochain chef de l'État sera appelé à composer son équipe et c'est là où se trouvent toutes les incertitudes. À quelques semaines de cette échéance, aucun ministre du gouvernement actuel n'a la garantie d'appartenir au prochain. Dans la suite, le matinal pointait dans sa publication de vendredi qu'alors que son pays connaît une dégradation sécuritaire sans précédent avec la récente attaque de l'aéroport de Niamey par l'État islamique, Abdourahmane Tiani, qui a toujours étiqueté le Bénin comme sponsor des ennemis de son pays, vient de poser un acte qui taraude plus d'un. Il a demandé à l'armée béninoise d'escorter les équipements militaires de son pays de Lomé jusqu'à Segmana. Cet acte prouve à suffisance que Tiani est en train de mener un faux combat mettant délibérément son peuple en danger. À quel jeu joue le président de la junte nigérienne, Abdourahmane Tiani? Comment peut-il compter sur un pays qu'il prend pour ennemi pour escorter des équipements militaires? C'est demander le journal avant d'en déduire que sous d'autres cieux, on aurait dit que le patron de la junte au pouvoir est en train de ravaler ses vomissures. Le confrère de la matinée rapporte le cri de cœur d'un monument du sport, Maître Pierre Ougoujobi, qui lance un appel à la reconnaissance. Véritable légende vivante du taekwondo au Bénin, le grand maître Pierre Ougoujobi, 8e dan, pionnier de la discipline et sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale à la retraite, traverse des moments difficiles. Malgré son dévouement passé, il souffre aujourd'hui d'un glaucome sévère et appelle le président Patrice Talon à l'aide pour le paiement de ses primes de décoration, un dossier resté sans suite depuis le régime précédent. Fatigué par les lourds frais médicaux, le grand maître Ougoujobi lance un appel vibrant. Il précise que ce dossier avait été déposé sous le régime défunt sans aucune solution apportée jusqu'alors. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était donc l'essentiel des informations relayées par les Canards parus cette semaine et parvenu à la rédaction de Canard 3 à Bénin. Merci à vous, à Siomokaï et à Siongbon. On va se retrouver dimanche prochain. En plateau, Josaphat Daboulino, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour chers téléspectateurs. Alors ça fait plaisir de vous retrouver donc sur le plateau du grand format. Le plaisir est partagé. Bonne arrivée. Merci. Éditeur à Pusatchek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Vous séparez la réalité de la fiction et limitez les dommages que pourraient causer ces fausses informations. Alors quelles sont les informations, justement, les fausses informations vérifiées par votre média, on va dire, ces derniers jours? Waouh, ça circule, hein, parce que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique, les fausses informations circulent énormément, et, étant donné que nous sommes également en période électorale. Le Bénin a fini avec les communales et les législatives, il y a encore la présidentielle qui se pointe. Et en Afrique, dans d'autres pays, il y a beaucoup d'autres élections. Donc les fausses informations circulent, mais ce qui est fondamental à retenir sur le Bénin, c'est qu'il y a cette annonce de la vente aux enchères au niveau de la douane béninoise qui a circulé tout au long de ce mois de janvier. C'est vrai que la douane a lancé la vente aux enchères avec bien sûr la procédure qu'il faut, un formulaire authentifié ou authentique venant de la douane, mais le lien qui circule sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, il faut déposer 50 000 ou une certaine somme d'argent
afin d'avoir sa moto, ça ne manque pas de la douane béninoise. Donc, on a vérifié ça au niveau de Pesachek. Tout comme on a vérifié également les données. Vous savez que les opérateurs économiques aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques aujourd'hui sont en promotion, ou du moins, il y a augmentation de certaines données les concernant. Donc, du coup, il y a cette forme d'ANAC qui circule également, que ces opérateurs téléphoniques offrent des gigas gratuitement à des abonnés, des anciens abonnés. Nous avons vérifié également ces cas et ce n'est du tout pas vrai. Sans oublier que le marché Erivan, qui, on devrait avoir aussi ça à l'écran normalement. Bien sûr, si la régie est avec nous. Il y a le marché Erivan qui a été victime également de la fausse information d'ANAC. Et tout ça là, c'est l'ANAC, pas l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est en quelque sorte, on vous présente un formulaire, ce qui vous permet de recueillir les différentes données. Vous donnez vos identités, vous donnez même vos identifiants, même que ce soit bancaire ou téléphonique. Et au finish, on vous demande maintenant de partager avec 5 personnes dans un groupe de WhatsApp ou dans 15 avec 5 personnes, 15 personnes. Là, ça vous permettra d'activer le gain que vous devez recevoir. Mais ce gain ne va jamais arriver parce que c'est du faux, c'est de l'arnaque. Ça permet juste à des gens qui sont derrière de récolter des informations vous concernant et de les vendre ou de les utiliser à des fins inavouées. Donc, on a vérifié toutes ces informations. Et sur le continent, on a vérifié également au Mali, au niveau du Sahel en général, les fausses informations liées à l'arrivée de nouveaux équipements militaires. On a parlé, par exemple, on a eu le cas du Mali avec des véhicules qui seraient du Mali, qui seraient quand même des radars pour détecter tout mouvement aérien, mais ce sont des images qui viennent d'autres pays comme la Russie et puis de l'Allemagne. Après, nous avons également vérifié les cas au niveau du Niger qui a publié qu'il s'agit bien sûr des frappes nigériennes sur les terroristes, mais au final, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on a vérifiées sur le continent. Donc, je vous invite véritablement à visiter www.pesachek.org pour plus de mystification. Et n'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit souvent, à chaque vue, il faut essayer de vous poser certaines questions. Est-ce que ce que je veux partager, c'est vérifié? Quelles sont les sources qui ont publié? Est-ce qu'il n'y a pas un organe comme Pesachek, AfricaCheck et bien d'autres qui ont déjà vérifié cette information? Est-ce que ça va porter atteinte ou préjudice à quelqu'un d'autre? Donc, vous posez cette question. Si vos réponses sont oui, et que vous avez des doutes, vous vous atteignez. Si ce n'est pas le cas, vous partagez. Mais n'oubliez également pas de checker également la source pour voir d'où vient cette information. C'est essentiel. Très bien. On en vient maintenant à l'actualité nationale avec l'installation de nouveaux conseils communaux sur l'ensemble du territoire national. Les deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, se partagent l'ensemble des mairies. Comment donc suivez-vous ce processus? Ce n'est plus nouveau. Et puis, j'ai discuté avec quelqu'un hier à l'installation de certains maires de la vallée de l'Ouémé qui m'ont dit ce n'est pas un fait nouveau. Tout ce qui est peut-être nouveau, c'est juste des noms, des nouveaux noms qu'on va entendre. Sinon, la procédure, le processus est pratiquement le même. On a deux formations politiques de la mouvance qui sont de la même famille politique pratiquement, qui s'accaparent des 77 communes du Bénin. Donc, tout ce qu'on aura à retenir, c'est quel frère va gouverner quelle commune et quel nom sera désormais dans la bouche de tel citoyen de telle commune. Donc, l'essentiel à retenir, c'est juste les nouveaux noms qui vont s'afficher. Les anciens auxquels nous sommes déjà habitués vont peut-être encore continuer, mais je crois que depuis ou jusqu'à hier soir, les installations des nouveaux maires, on a eu beaucoup de nouveaux noms. Et la particularité, peut-être en tout cas pour le constat que j'ai fait personnellement jusque-là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été promus maires. Étant donné que ce n'est plus une élection maintenant, je crois que la direction de ces deux partis ont misé beaucoup plus sur la jeunesse, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes maires qui prennent désormais ou qui vont prendre désormais les rênes de ces communes-là pour les diriger. Donc c'est déjà un atout pour la jeunesse. Et reste à savoir s'ils vont véritablement être à la hauteur de la tâche qu'on leur a assignée désormais pour que cette jeunesse qui depuis toujours se plaint pour dire nous ne sommes pas représentés, nous n'avons pas le pouvoir de décision. Maintenant que le pouvoir leur est donné, en tout cas en majorité dans certaines communes, on veut bien sûr avoir le bilan pour dire effectivement les jeunes ont été placés, voici le résultat, voici la différence. Et quels critères selon vous devraient primer? Est-ce que c'est la compétence, la loyauté politique, l'ancrage local ou l'équilibre régional?
Bon, malheureusement, on a déjà désigné certains maires. Effectivement. Non, mais d'abord, il faut d'abord la loyauté politique, parce que si vous êtes dans une formation politique et c'est vous qui êtes un transhumant éternel, ce n'est pas évident que quelqu'un puisse véritablement porter son choix sur vous, sauf si vous avez cet ancrage populaire au niveau de votre base. Mais si ce n'est pas le cas, je crois que le premier critère, c'est déjà la loyauté politique. Si la personne est déjà loyale, si la personne travaille à ce que le parti grandisse dans la commune, dans la région où il se trouve, je crois qu'en fait que c'est déjà un atout. Le second atout, c'est la compétence également. Faut placer par exemple quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages en matière de gestion décentralisée, la tête de la commune, qui devient le président griffe de cette commune-là, il ne pourra pas véritablement travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, les maires sont là de nom. C'est un titre nominatif. Le secrétaire exécutif. Il y a le secrétaire qui est le bras opérationnel de la mairie, mais n'empêche que le maire puisse avoir des visions. Encore que la vision, ça vient d'en haut. Mais il faudrait que, même si la politique nationale définit une vision décentralisée pour la commune ou pour les communes, et que le maire s'installe, le maire, au-delà de tout, devrait aussi avoir les points, les détails stratégiques, les détails clés pour que la vision globale communale du pays puisse l'implémenter au niveau de sa base. Donc, s'il n'a pas cette vision-là, je crois que ça ne peut pas marcher. Et cette compétence au niveau de... compétences en matière de gestion décentralisée, il le faut véritablement. Et à la fin, je l'ai classé en ordre de mérite, et à la fin, il faut également cet ancrage populaire, cette base au niveau de la commune, parce que vous prenez quelqu'un qui est impopulaire, qui n'arrive pas à comprendre qui est qui dans sa commune, que représente l'homme. Est-ce l'homme véritablement au cœur de la gouvernance? Est-ce l'homme véritablement au cœur de son développement, qui n'arrive pas à maîtriser ses rouages? Vous les placez, il risque de dérailler entre griffes. Et quand c'est le cas, la commune aura beau avoir un jeune ou quelqu'un d'expérimenté, mais compte tenu bien sûr de son impopularité, compte tenu bien sûr de son humanisme, il ne pourra pas implémenter les actions nécessaires pour impacter politiquement la population. Et quels sont aujourd'hui les principaux défis de cette nouvelle mandature? Défi, j'ai bien envie de dire qu'il faut miser sur le social, mais c'est un peu compliqué pour moi de l'affirmer ainsi. Parce que vous savez que la politique décentralisée, ça part d'abord du haut, c'est la politique nationale communale que nous avons au niveau de l'exécutif qui est maintenant reparti au niveau des communes. Donc il y a cette vision nationale, et de cette vision nationale, on pourrait maintenant avoir les détails comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc si déjà le haut n'a pas cette politique sociale, il sera compliqué pour les maires, même au niveau décentralisé, d'implémenter cette politique sociale-là. Mais je souhaiterais bien, étant donné que les nouveaux maires vont travailler avec le régime qui va venir, avec un nouveau président dans 2 ou 3 mois environ, même si le Bénin a la vision 2060 et que tout est déjà tracé, le cadre de développement est déjà tracé, il y a que chaque président arrive toujours avec des petites idées, des petites touches pour améliorer ou pour apporter du sang neuf à ce qui se fait, comme c'est d'ailleurs le cas avec les USA qui ont quand même un cadre bien tracé de développement, mais chaque président arrive avec sa vision pour quand même essayer d'ajuster. Je crois qu'avec la vision 2020, la vision 2060, on pourrait véritablement avoir le développement qu'il faut, mais ça dépendra également de la vision du nouveau président qui va s'installer bientôt, pour que déjà au niveau des communes, qu'il y ait plus d'actions, pour qu'il y ait plus de citoyens impliqués dans la gestion de la commune, parce qu'on a remarqué que la décision vient du haut, et que le secrétaire exécutif arrive juste à exécuter, le maire étant là juste par nom ou par honneur, n'arrive pas à faire grand-chose, et du coup, le citoyen souffre. Et si la politique au niveau communal est bien ficelée, je crois qu'en fait on aura moins de plaintes sociales pour que la gouvernance du régime, bon ça c'est le régime déjà fini, le régime qui va prendre les commandes d'ici quelques mois, qu'on puisse véritablement dire oui, au-delà des 10 ans que nous avons eu à serrer les ceintures, nous avons désormais une politique sociale qui permet
aux citoyens de souffler, d'avoir une vision désormais plus réaliste des choses en vivant mieux et au lieu de suivre chaque instant. D'accord. Autre sujet avec vous, Josaphat Darbolino, la 10e législature de l'Assemblée nationale a été installée avec l'élection de Maître Joseph Djogbenou à la présidence. Que vous inspire justement ce choix, Josaphat? Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais des maires que la loyauté politique, quand vous êtes constant dans ce que vous faites, ça finit toujours par payer. Et c'est le cas de Joseph Djogbenou qui devient désormais la deuxième personnalité de l'État. Et je crois qu'en fait que c'est compte tenu bien sûr de son travail, de sa combativité, de sa loyauté politique, de son engagement politique également et du travail qu'il a abattu pendant tout ce temps. Bon, il aurait pu avoir la présidence de la République compte tenu de son parcours, d'abord député, après ministre, et après président de la Cour constitutionnelle, président d'un parti politique beaucoup plus grand, je dirais, comme il arrive à le qualifier, et désormais président de l'Assemblée nationale. C'est un parcours impressionnant qui lui donne quand même tous les atouts. Mais je crois qu'en fait que c'est la loyauté politique et il a su gérer les colères, les frustrations, il a su quand même attendre surtout la patience et finalement je crois que étant la deuxième personne de l'État, il entre dans l'histoire et on attend vivement pour des réformes. C'est vrai qu'il était annoncé pour être candidat donc à la présidentielle. Tout à fait. Certainement qu'il y a eu des discussions. C'est pour ça que je dis la patience. Peut-être c'est le lot qu'on lui avait promis, parce qu'en politique tout est à question de deal. Donc c'était le deal. Peut-être on dit ok, si vous n'arrivez pas à garder la présidence, étant donné qu'il y a telle personne qu'on pourrait choisir qui pourrait bien faire l'affaire, nous promettons, voilà, vous battez bien sûr pour les communales, pour les législatives, vous sortez dans votre circonscription et on mettra tout en œuvre pour que vos autres députés soient derrière vous afin que vous soyez la deuxième personnalité de l'État. Je crois que ça a été fait. C'est la loyauté, c'est la patience et comme on le dit dans ma langue, D'accord. Les commissions parlementaires et le bureau de l'Assemblée nationale sont composés pratiquement des mêmes têtes au même poste. Est-ce qu'on peut parler de reconduction stratégique ou d'un manque de renouvellement politique? J'ai écouté le président de la République, Patrice Talon, une fois lors d'une de ses interviews qui disait que pour rester à l'Assemblée nationale, il faut plus d'années d'expérience. Et pour rester encore dans un bureau de l'Assemblée nationale, il faut de l'expérience. Donc, des gens qui sont là, c'est des mêmes têtes que nous avons, les mêmes noms que nous connaissons bien. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont été reconditionnés. Non, ce n'est quand même pas le cas. Je crois que c'est l'expérience qui a parlé, parce qu'on veut avoir une assemblée beaucoup plus compétitive, on veut une assemblée beaucoup plus réaliste, entre griffes. Donc, il faut véritablement des gens d'expérience, des gens qui pourront véritablement faire l'affaire tout au long de cette législature. Et ça a été le cas. Moi, je déplore juste l'absence de femmes en nombre suffisant parce que avoir ce nombre-là au niveau du bureau, je crois qu'on pourrait avoir mieux. Et l'absence de l'opposition, vous ne la déplorez pas? Non, mais ça a été déjà ficelé depuis le dépôt des candidatures jusqu'au vote. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire maintenant? Si en son temps, les gens ont dénoncé les acteurs politiques, la société civile, les journalistes, les activistes, si tout le monde avait déjà décrit en son temps, on a déploré le fait que le code électoral a été élaboré de façon à exclure certaines personnes, certains acteurs politiques de la scène politique. Effectivement, ça n'a pas manqué. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, si on a déjà fait tout le processus jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'installation des députés, je crois qu'il est inutile aujourd'hui de parler de l'absence de l'opposition. Ils vous diront qu'on parlera de la minorité parlementaire, de la majorité parlementaire. Ce que nous retenons fondamentalement, c'est que nous retrouvons pour une seconde fois dans l'histoire du Bénin avec un parlement monocolore. Monocolore parce que c'est composé que des acteurs politiques de la mouvement présidentiel qui vont agir
sur 7 ans. Et je crois qu'en fait, que l'un des défis peut-être, c'est de revoir un peu le code électoral pour qu'en 7 ans, qu'on ne puisse pas revenir sur les mêmes choses. C'est vrai qu'il faut aller de l'avant, mais aller de l'avant en incluant tous les acteurs pour que on puisse avoir le sourire, pour que la compétition soit véritablement faite. Et quand je gagne en tant qu'acteur politique, il faudrait que je gagne à la loyale, comme on le dit, c'est que je me suis battu et que j'ai gagné. Mais ce à quoi nous avons assisté, on ne pourrait pas exactement dire que c'est véritablement ça, étant donné que certains articles du code électoral ont connu véritablement des aspects d'exclusion. Mais malheureusement, c'était le cas. On a expérimenté cela. Vivement que les leçons que ça nous a données, ça a donné aux acteurs politiques et aux Béninois qu'on puisse tirer leçon de ces expériences-là pour qu'à l'avenir, on puisse avoir quelque chose de potable, de plus bien. Et l'autre, il y a un sujet qui me tient souvent à cœur. J'ai travaillé sur ça avec certains députés de la législature finissante et également certains acteurs qui n'étaient même pas députés en son temps, mais qui aujourd'hui, heureusement, sont devenus des députés. C'est de travailler à ce que le taux de monoparentalité aujourd'hui, qu'on puisse véritablement avoir un cadre légal ou légitime pour véritablement permettre à cet aspect-là, ou à cet aspect, c'est un effet social, c'est un fait social. Et je voudrais que déjà cette législature puisse véritablement penser là-dessus et que des gens avec qui avaient à cœur cette problématique avant même d'aller au Parlement aujourd'hui puissent véritablement prendre ça en tant que député aujourd'hui et travailler là-dessus. Puisque la monoparentalité, c'est vraiment un cas social, il faut vraiment y penser. Ça prend de l'ampleur et si on n'arrive pas à encadrer ou à cadrer juridiquement, je crois qu'on ira à la dérive et on le souhaite d'ailleurs. Tout à fait. À quelques mois de l'élection présidentielle, cette législature aura-t-elle un rôle politique stratégique à jouer? Les députés ont toujours un rôle stratégique à jouer quand il s'agit du choix du président de la République, parce que d'abord, comme on le dit souvent, ils sont nos représentants, donc ils portent nos voix. Ils auront apporté également la voix du candidat qu'ils auraient choisi auprès des administrés des populations également, parce qu'ils vont descendre pour dire oui, effectivement, nous portons votre voix et nous estimons que telle personne pourrait être bien pour vous. Et ils vont le faire, ils l'ont toujours fait, ils le feront également cette fois-ci, étant donné que le jeu est tellement simple aujourd'hui à faire parce que nous n'avons que 2 candidats en liste. Ce n'est pas comme les années antérieures où nous en avons 15, 20 ou même 21 ou 30, même on a eu une trentaine une fois. Donc aujourd'hui nous sommes face avec 2 candidats, un de l'opposition modérée entre grises et puis de l'autre de la mouvance présidentielle. Et étant donné qu'ils sont tous de la mouvance présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont travailler à ce que leur candidat, puisque ce n'est pas pensable que les députés puissent soutenir le candidat de l'opposition. Donc, du coup, ils vont travailler à ce que le candidat de la mouvance présidentielle puisse notamment gagner. Et ils vont descendre pour expliquer. Donc, ils ont déjà quelques jours, 60 jours environ, pour véritablement mouiller le maillot, pour reconditionner le peuple, pour dire vous avez eu confiance en nous, en nos projets législatifs. Aujourd'hui, nous pensons que tel candidat pourrait véritablement également faire l'affaire. Donc, ils vont essayer de convaincre. C'est classique, ça va se faire. Et c'est ce petit rôle qui sera bien déterminant qu'ils vont jouer, les 109 députés vont jouer pour les 60 jours à venir. Et le taux de participation aux législatives était relativement, on va dire, très faible. Cela pose-t-il un problème de légitimité politique ? Nous n'avons pas un cadre légal qui définit exactement à quel taux de participation il faut valider ou invalider un scrutin. Donc, du coup, même si on est à 5%, c'est que c'est validé et c'est légitime. Sauf si la 10e législature pense aujourd'hui à mettre en œuvre un cadre juridique ou législatif qui dit un taux inférieur à tel pourcentage, on va reprendre les élections ou l'élection est validée ou invalidée. Donc, pour l'instant, même si c'est à 30%, 40%, c'est qu'ils ont été élus comme ça. Mais l'essentiel à retenir, c'est que les citoyens perdent de plus en plus confiance
ancien dirigeant où n'a plus l'engouement d'aller dans les urnes pour estampiller un bulletin, étant donné que on sent que dans les lois qui ont été votées, qui ont été adoptées, promulguées, il y a certains aspects qui frisent de l'exclusion. Donc du coup, si moi, en tant que citoyen, je n'arrive pas à me retrouver dans le choix qu'on me propose, il me sera difficile d'aller dans les urnes pour faire un choix. Encore que c'est un devoir, certes, mais le citoyen dira, mais peu importe ce que je ferai, ça va donner tel résultat. Donc, on se fait cette analyse dans la tête et on arrive à cette conclusion. Donc, du coup, on se dit, il vaut mieux ne pas y aller. Parce que vous allez constater que depuis 2019, le taux de participation a considérablement chuté jusqu'à, nous sommes autour de 30 ou de 40 aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui prouve? On attend peut-être la présidentielle si on va remonter un peu la pente pour dépasser 50% ou 60%. Mais si ça vient encore en bas, ça veut dire qu'il y a un problème social qu'il faut véritablement régler. Et ce problème, c'est plus au niveau des lois, c'est plus au niveau du cadre législatif que nous avons mis en place autour de nos différents scrutins. D'accord. Dernier sujet avec vous, Josaphat Dabolino, avant de faire place à notre artiste de la semaine, Espiro LG, qui est déjà dans nos locaux. On va parler de la célébration de la Saint-Valentin. C'était hier, donc 14 février. Comment avez-vous fêté, Josaphat? Ça, c'est une question piège, hein, Idriss. Non, comment j'ai fêté? Je ne connais même pas cette fête-là. Donc, du coup, c'est une journée comme toute autre que moi j'ai passée. Je ne sais pas pourquoi des gens s'empressent pour parler de la Saint-Valentin ou de 14 février. Je crois que ce qu'on a fait aux Africains, les missionnaires, ce qu'ils ont fait aux Africains en imposant un Christ, je crois que c'est exactement le même mécanisme qui est mis en œuvre depuis un certain temps pour parler de la Saint-Valentin, pour parler de beaucoup d'autres fêtes. C'est un conditionnement moral et collectif qui vous oblige à dépenser. Au début, c'était qu'on envoyait des lettres, c'était au niveau des postes où on faisait des cartes postales. Aujourd'hui, c'est allé un peu, bon, en tout cas, à un passé récent, c'est allé un peu au niveau des fleuristes où il faut offrir des fleurs, alors que ce n'est même pas notre clôture en Afrique. Aujourd'hui, c'est pour des cadeaux. C'est-à-dire, Idrissou, si vous aimez votre chérie, il faut lui offrir un cadeau de luxe. C'est peut-être l'occasion de visiter les maisons de les concessionnaires de motos, de véhicules et de motos. C'est l'instant de visiter un véritable business. Oui, c'est une fête commerciale. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi aimer doit être conditionné. Étant donné qu'on a tellement fait le mythe autour de la chose, autant donné qu'on nous a dit, oui, effectivement, c'est bien pour la santé, c'est bien pour votre santé morale, votre santé sentimentale, il faut le faire. La femme aussi se présente pour dire, si tu n'arrives pas à m'offrir un cadeau un 14 février, c'est que tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas depuis quand aimer est devenu une condition de la valeur du cadeau que vous donnez un 14 février. Moi, j'ai été témoin, je dirais, d'une scène, ce n'est pas hier, hein, mais il y a un moment où le monsieur ne pouvait donner que ce qu'il a. Donc, du coup, il a donné un petit cadeau. La dame dit non, ainsi c'est ça, on ne va pas rester ensemble. Au même moment que ma copine a reçu telle chose, l'autre copine a reçu telle chose, et c'est ce que toi tu m'offres. Donc, l'amour est devenu une condition. Et vous aimez, vous donnez à la hauteur de votre amour. Et ça, est-ce que on va appeler encore ça l'amour? Il y a des hommes qui peuvent s'endetter donc pour faire plaisir. Mais c'est pas qu'ils peuvent s'endetter, ils s'endettent. Je le fais. La dame dit, je veux faire voyager. Et vous voyez que c'est au niveau des hommes surtout. On met la pression sociale sur l'homme. Mais on oublie la femme. Oubliant qu'en fait, quand vous êtes dans une relation, quand on dit une relation, ce n'est pas une seule personne. Donc, c'est au moins deux personnes. Vous êtes dans un couple. L'autre peut quand même le faire. Et moi, je n'approuve vraiment pas l'idée selon laquelle, quand vous aimez, il faut faire des cadeaux. Il faut faire des cadeaux un 14 février. Quand j'aime ma chérie, je quitte ici, je peux lui faire un cadeau à n'importe quel moment. Même le simple fait de rentrer du boulot et de voir votre conjointe et dire, ah, mais cette robe que tu as portée, elle est merveilleuse, c'est déjà un petit cadeau. Et puis les réseaux sociaux qui viennent aussi à rajouter à la non, mais comme je l'ai dit, c'est un conditionnement collectif et
épouvantable. Donc, du coup, tout le monde s'emballe et ça permet à des industries, ça permet à des commerciaux, à des firmes de véritablement commercer, de faire un bon chiffre d'affaires. Imaginez, moi, je circulais hier dans Cotonou, mais je voyais quand même les restaurants étaient quand même pleins. Il y a beaucoup de gens dans les restaurants, les lieux publics étaient vraiment pleins, les buvettes également. Donc, chacun voulait faire plaisir à sa chérie. Je trouve ça un peu dingue. Pour moi, je crois qu'on fait du suivisme. Il faudrait qu'on se départisse de temps en temps de ces mouvements-là, de ces choses qui ne nous honorent pas. Et vous avez vu également, on a commencé par parler de... comment vous appelez ce qu'ils ont fait le 31 octobre souvent là, où il faut faire peur aux gens, et on parle également de Thanksgiving, qu'il faut remercier des gens, on parle de 14 février, on parle de beaucoup d'autres fêtes, fête des mères ou fête des pères, c'est tout comme si vous attendez le jour de la fête des mères pour dire à votre maman que vous l'aimez ou que vous lui faites plaisir. Donc moi je trouve vraiment absurde ces différentes fêtes-là. L'amour, c'est chaque instant, c'est chaque moment. Et si vous sentez que ce que l'autre fait, c'est déjà bon, vous méritez peut-être un petit cadeau. Dans les deux sens, bien sûr, que ce soit au niveau de la femme ou au niveau de l'homme. Je crois que ça se fait. Et c'est comme ça aujourd'hui l'amour. Et comment nos grands-parents concevaient-ils justement l'amour, l'expression de l'amour? Non, mais la simplicité. Oui, mais la simplicité totale. Moi, je me rappelle, moi, mes parents, père leur âme, bien sûr, mais c'était, comme moi je grandissais, c'était de la simplicité. Papa qui revenait peut-être du boulot, qui ramenait un petit truc. Maman qui revenait peut-être du marché, qui ramenait un petit truc pour dire, j'ai trouvé ceci, c'est bien pour toi, je t'ai payé ça. Et c'était aussi, il parlait, il se comprenait. C'était ça, l'amour, c'est l'expression. Ça se vivait chaque instant. Et quand tu grandis dans ce couple-là, tu te dis, oui, effectivement, il faut vivre. Mais du moment où on a commencé par parler du 14 février, et ça, c'est récent, hein, parce que c'est venu au Bénin il n'y a pas longtemps, donc c'est récent, parce que nous voulons copier les Européens, les Occidentaux, nous voulons les copier. Et puis, du coup, on commence à s'adonner à cette fête-là. Il faut donner de cadeaux, il faut offrir des choses, il faut témoigner son amour. Il y a des gens qui attendent spécialement ce jour-là pour dire à quelqu'un, oui, je t'aime. Et le jour après, on se casse. Ouais. Non, mais là, les célibataires sont heureux en ce moment, non? Oui, puisqu'ils n'ont pas d'obligation vis-à-vis de quelqu'un, d'un partenaire. Non, ce n'est pas seulement les célibataires, ce sont des hommes aussi, même qui sont en couple, qui s'adonnent à ce jeu. Moi, je ne m'adonne pas à ce jeu, donc je n'ai pas cette obligation. Moi, je m'en moque éperdument, en fait. Donc, du coup, si vous aussi vous adonnez à ce jeu-là, vous arrivez à vous apprêter à ce jeu où il faut peut-être offrir du cadeau, il faut se signer, il faut aller s'endetter pour donner telle chose à votre compagne. Je crois que c'est à vos risques et périls, hein, sinon 14 février, c'est une invention, comme je l'ai dit, je le répète, c'est un conditionnement collectif et moral qui nous empêche véritablement de penser à autre chose. On a beaucoup d'autres choses à faire, on a beaucoup d'autres manières à prouver notre amour, mais vouloir dire que le 14 février... Mais des gens l'ont fait, on ne peut pas les accuser. Ils ont fait le choix de le faire. Ce n'est pas pour une raison que je dis non, il ne faut pas le faire. Non, mais s'ils ont eu de l'argent, ils ont voulu le faire, ils ont voulu se prêter à ce jeu-là, ils l'ont fait, c'est à leur risque et péril. S'ils gagnent quelque chose, c'est bon, mais l'amour qui est déjà conditionné, l'amour qui grandit en fonction de la valeur du cadeau que tu donnes, je crois, comme on le dit vulgairement dans la rue, mon gars, quitte cette relation. D'accord. Josaphat Da Bolinon, éditeur à Pesachek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci pour ce regard sur l'actualité. On va dire très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons observer une courte pause et on revient pour la suite. So,
Le président Fagnon Soumeillon, PDG J'espère Sawano Ziza Dako le chien boit caravane passe Mendido et Tomada Bayo Mendido l'oyen friend So kunye toyo Misala kwenye nali de koa le chien boit caravane Hermano Kodie Blanco Cosplay You wanna think Bako Kaka Loko Numende Pokara Mekudo Hote Wanonamia le chien boit caravane passe Mendido et Tomada Bayo Muto ye no toy Muto ye no toy On te jabi wa inyo Asona kumbuti kwa le chien boit caravane Martial Non capena li Yero milawe ya galeto Alanga duwe na lea Yero milawe ime uto Super kunyo repusin Yero milawe inya choto Yero milawe nonde ayodi Basi tuyo sewlanga Minde tro Mimbo yolo mimbo Sewanti zamazon kwewa Elise Vodounou Ndo nyine masoko Nune kweke masoko Usoja kasi dona mingwe Aso hepezo miranwa Ma François Sissa son héros Et ne ouais son body menon jomi Excellence le président Servo Mauto Prego toujours A mon balbato A tes ballons A mon fiaro si samido esi Oui ouais son timo si sa kati Odilon Akpato Nunto weye non toy Nunto weye non toy On doit javi wa inyo Asona kumbuti kwa le chien boit caravane passe Mendido et Tomada Bayo Boris Rundoli Le président Abel Bego PDG Bego et fils Jacques Roundedolé Suzanne Gassoussi Diaté nous font la zone quand il bombe on dit mino do khove o kono me voko kare do nous font do yiwe yo avuvu rembo akete me fils remonto ade dino wanu me gudo kokaka lobo kono mende kokara eni amando sale de bo sous enfants mino yin respect on les tipon PDG Bagberafa yero wiweno la kakaka kama kakando rende no pone yedo wiweno jajua juma hanu kwede pine c'était tout le monde jamais routant yedo na wewe sato tane Freddy Fagnon yedo mansela no wewe do jalousie dans les dédicace à les DJ Marius Jérôme Attabé depuis la Côte-Cové Elise de Souza LGBT Chantil Kosinou Vela Kosimere Fogo Gudoi Adeu Kaka Bomba Wesi Kogudo Adeu Kaka Foga Tuya Fogwen Mere Fogo Noto Menga Garwa Wudu Megi Roberto Wano Amaran Jodo Amonta Uvago Jodo Papa Toya Amaran Jodo Amaran Jodo Adiman Foe Karan Jodo Papa Toya Jodo Megu Foe Maran Jodo Mi compere Maran Jodo Nufuda Maran Boa Papa Toya Mi compere Lede Pukwe Sedu Mi compere Megu Dafka Kama Ulile Sese Wakulo Papa Toya Uya Loko Ibafide Motinyo Mi compere Hippolyte Badessier Papa Toya Achille Kessoukou de nous Ivoirien béninois Samson Adjagba Sam DJ Basile Roundedolé Yewana Dimba Hokaka Loko Numende Pokara Mekudo Hote Wanonamia
Le chien boit, caravane passe. Mendino et tomando paye. Yero mila we ya galeto. Chocho. Walanga tu na lea. Chocho. Yero mila we ime uto. Chocho. Sipe kunyo e pusi. Chocho. Mila we ya choto. Chocho. Mila nonde ayoti. Chocho. Le chien boit, caravane passe. Mendino et tomando paye. Et notre artiste de la semaine ne sera pas au rendez-vous et ce n'est que partie remise. Nous profitons donc de cette occasion pour souhaiter un très bon anniversaire à notre collègue Esther Tofa, Madame Santé de la maison qui souffle une bougie de plus ce dimanche 15 février 2026. Joyeux anniversaire à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 15 février 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Gounaro, c'est à Gorgounou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.